C'est effectivement très important, comme disait à l'instant Mme Shafik, qu'on ait des lieux d'échange sur la laïcité et qu'on essaye de repartir un peu à la fois sur des choses concrètes, et c'est effectivement l'objet de ce petit guide pratique que j'ai écrit avec Régis Debray. C'est une idée du reste de Régis Debray et pas de moi. Régis Debray a beaucoup travaillé sur les questions, comme vous le savez, religieuses, enfin sur le sacré, la foi, l'engagement politique. Et un jour, il m'a convoqué en me disant, ben voilà, en fond, je reçois tous les jours, toutes les semaines, 1 ou 2 ouvrages sur la laïcité, et personne n'y comprend plus rien. Et il faudrait peut-être repartir un peu du concret pour essayer d'expliquer ce que c'est. Alors, une fois dit cela, l'ouvrage, effectivement, a des entrées pratiques, mais essaye à chaque fois de rappeler comment, historiquement, les solutions ou le cadre juridique dans lequel nous sommes s'est construit et à partir de à quoi on cherchait à répondre. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a cette entrée par thème. Mais je reviendrai sur les thèmes, on y reviendra dans la discussion, mais je crois que il faut partir, je pense, du fait que notre laïcité publique est en crise, hein, c'est indéniable, et le fait qu'on passe notre temps à la fois à en discuter, ce qui est bien, peut-être pas assez, mais qu'en même temps, le thème de la laïcité soit instrumentalisé dans le débat public, nous oblige à une réflexion et à repartir d'une certaine manière de la racine des choses, comme le disait un penseur célèbre, pour essayer de s'en sortir. Voilà. Je crois qu'il faut dire qu'historiquement, la seule définition possible de la laïcité, dont je rappelle que le terme n'est pas dans la loi de 1905, c'est de dire que c'est l'inverse de la catholicité. Et les débats que vous venez d'avoir là, que j'ai écouté un peu, montrent bien que ce qui est en cause aujourd'hui, hein, ou ce qui fait débat, ou ce qui donne le sentiment du malaise, c'est le fait qu'on a le sentiment que quelque chose est en train de nous faire régresser à cette société qui s'appelait la catholicité, où l'ensemble de l'espace public était dominé par la foi catholique, hein, c'est-à-dire sur le plan juridique et sur le plan de la vie sociale en général, avec ce qu'on appelait une police des cultes, hein, qui, par exemple, au moment du carême, interdisait l'exposition de la viande, obligeait à la fermeture de lieux de boissons, etc. C'est-à-dire l'ensemble de la vie sociale était juridiquement marqué au point que celui qui ne prêtait pas allégeance en permanence à la foi catholique risquait sa mort. Et c'est l'affaire du Chevalier de la Barre, hein, bien connue, des écrits de Voltaire sur la question de la tolérance, puisqu'on accuse le Chevalier de la Barre d'avoir profané la statue du Christ. Et il faut bien comprendre que ce qui fait la césure de la Révolution française, et ce qui va faire après l'ensemble de notre construction juridique, c'est d'expulser la prétention des catholiques, hein, de l'Église, à dominer à la fois l'espace social et le cadre juridique. Et les actes fondateurs de la laïcité sur le plan juridique, ils sont inscrits par la Révolution française. C'est, je dirais rapidement, 2 choses, mais qui ont une répercussion à la fois symbolique et pratique encore aujourd'hui, puisque la France se singularise, hein, encore aujourd'hui, par une de ces dimensions, c'est la laïcisation de l'état civil. Hein. C'est le fait qu'aucun acte religieux, hein, passé dans un temple, dans une église, dans une synagogue, ne peut produire d'effet de droit. Hein. Et on passe d'une situation où, quelle que soit sa religion, on est obligé d'inscrire son état civil du côté de l'Église, dans une démarche qui est le fait qu'on reconnaît ce qui est d'abord reconnu, ce n'est pas la volonté de tout un chacun de dire, ben voilà, ça c'est mon enfant, là je veux contractualiser un lien juridique avec une personne, mais c'est un sacrement. Le baptême, c'est un sacrement. Le mariage, c'est un sacrement. Hein. Et le poids de l'Église est tel que même quand on meurt, hein, l'Église vous rattrape dès lors que vous avez été baptisé. Hein, et vous ne pouvez pas échapper à son poids. Et quand je dis ça, on voit bien
à quoi aujourd'hui, dans le monde contemporain, à quoi ça fait référence comme type d'espace social et comme type d'espace juridique. Hein. Et donc, on n'est pas dans l'anachronisme. La laïcisation de l'état civil et le fait que la France se singularise par le fait qu'aucun mariage religieux n'a d'effet de droit, eh bien, c'est une particularité française qui nous vient de là. Hein. Et donc, c'est ça qui a été construit. Et toute notre construction juridique qu'on appelle la laïcité, notre cadre juridique, c'est construit comme ça, avec un lieu très particulier, et là, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants, qui est la question de l'école. Hein. C'est-à-dire le fait que les républicains considèrent que pour véritablement permettre la construction d'un citoyen qui va raisonner, c'est-à-dire participer à un débat public, hein, pour après élaborer la loi, hein, eh bien, nécessite de sortir l'Église, hein, de ce qui fait à l'époque sa puissance, qui n'est pas simplement une puissance matérielle, mais qui est une puissance psychologique, de sortir l'Église de l'école. Hein. Et on a oublié la force de l'affrontement. Quand je dis la force, je veux dire la violence de cet affrontement. Et là non plus, je ne suis pas dans l'anachronisme en rappelant ça. Je veux dire que quand on interdit aux congrégations d'enseigner, on met au chômage des milliers de gens, dont certains sont obligés de s'exiler, hein, pour continuer à vivre. Et donc toute notre construction juridique jusqu'en 1905, c'est de sortir progressivement l'Église catholique d'un certain nombre d'espaces. Hein. Les tribunaux, hein, il faut rappeler que les magistrats avaient obligation d'assister à une messe de rentrée, hein, avant l'ouverture des cours et des sessions judiciaires. Hein. Mais même l'hôpital public, qui était intrinsèquement lié à l'Église catholique. Hein. On a supprimé, dans la violence symbolique et matérielle, on ira jusqu'à supprimer l'aumônerie militaire. Hein. 1905, hein, c'est un compromis, je dirais, que l'Église ne comprend pas, hein, qui vise à lui donner sa liberté en tant qu'organisation, hein, mais qui vise en même temps à faire en sorte que l'État échappe définitivement à ce poids. Voilà. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui la crise, à travers les exemples pratiques que vous avez cités, la question de comment on mange, qu'est-ce qu'on mange, etc. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la crise? C'est que, on a oublié pourquoi s'est construit ce cadre juridique, c'est-à-dire avec quoi on voulait rompre et comment tout ça s'est fait, et on a même oublié la violence de ces étapes. Hein, parce que les choses se sont apaisées, disons, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, mais parce qu'on a à la fois la preuve dans certains domaines, et tout à l'heure on parlait des femmes, mais on a globalement le sentiment qu'il y a une religion qui essaye de regagner dans l'espace public, hein, une place qui est comparable, ou qui serait comparable à ce qui a été la catholicité. C'est une dynamique qu'on voit, qui n'est pas majoritaire au sens où l'ensemble des musulmans, par exemple, sont des pratiquants réguliers qui ne posent pas de problème, mais qui est une dynamique et qui est malheureusement portée par un mouvement, hein, à l'échelle mondiale, et qui a en plus ces instruments politiques et symboliques qui donnent ce sentiment. Hein. Et c'est par exemple le problème du foulard. Je veux dire, en soi, le foulard, peut-être, je veux dire, c'est pas majoritaire, mais le fait qu'il se soit développé au moment où, dans les sociétés occidentales, il régresse. Hein. Il suffit de voir, par exemple, les films des années 50 ou 60, on voit des actrices avec des foulards. Hein. Mais quand les actrices ont des foulards, c'est l'époque où la femme mariée ne peut pas, toute seule, avoir un compte en banque. Hein, ne peut pas avoir une activité en propre dans le monde de l'économie libérale, si vous voulez. Elle ne peut pas être commerçante sans l'autorisation de son mari. Au moment où les femmes gagnent leur autonomie, et en particulier leur autonomie juridique, avec l'évolution des lois sur le divorce, etc., on a un mouvement inverse qui se fait, hein, et dont le symbole politique est le développement du foulard, sur lequel ma génération, mais je ne suis pas le seul à être un peu âgé ici, hein, s'est trompé, puisque je rappelle quand même que
et ça vous dira à quel penseur je faisais référence à mon introduction. Je rappelle quand même que moi, j'ai participé à des manifestations que je ne regrette pas d'avoir fait, hein, de soutien à la révolution iranienne, mais où un des mots d'ordre était avec ou sans Tchador, la femme se libère en Iran. Et on s'est profondément trompé. On s'est profondément trompé. Et donc, ça, c'est l'élément de la crise. Et qui fait que sur des événements de la vie quotidienne, même quand ils sont minoritaires, hein, on a une exacerbation des questions, hein, à la fois parce qu'on a oublié comment tout ça s'est construit, mais parce qu'on est sur ce sentiment d'une dynamique qui nous donne envie de résister et qui, malheureusement, est aussi instrumentalisée. Et la situation de l'islam est de ce point de vue, et du culte musulman, est de ce point de vue paradoxale en France, puisque, en réalité, sur le plan pratique, la situation des fidèles musulmans ne cesse de s'améliorer. Elle ne cesse de s'améliorer, et je veux dire, sur le plan pratique et matériel, ça se voit. Hein. Ça veut dire, par exemple, le développement des lieux de culte. Hein, on est passé globalement d'une centaine de mosquées au début des années 70 à 1500 au moment où le Conseil français du culte musulman est lancé en 1997, à entre 2500 et 2700 en fonction des modes de comptage, c'est-à-dire si on va par exemple sur l'annuaire des mosquées ou si on prend le ministère de l'Intérieur, on est entre 2500 et 2700. Mais je parle du culte musulman, donc on est dans une situation paradoxale, avec par exemple la constitution d'aumônerie, l'aumônerie musulmane, hein, l'aumônerie des armées. La France est le seul pays d'Europe à avoir une aumônerie militaire constituée sur l'ensemble de la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il ne soit pas soumise à une aumônerie chrétienne. Donc on a une situation qui est paradoxale du point de vue du culte, hein, avec une amélioration extrêmement forte de la situation. Et en même temps, on a une situation sociale qui est effectivement difficile dans les quartiers parce que en même temps que la situation, ou du point de vue du culte, s'améliore, en même temps, les identités laïques se sont effondrées. Hein, et vous me dites, par exemple, spontanément, alors que vous êtes en sciences sociales, hein, la situation des musulmans dans les quartiers, socialement, ne s'améliore pas. Mais enfin, hein, c'est-à-dire qu'on est passé du mouvement des travailleurs arabes, hein, qui était la force de l'immigration avec un certain type de débat, où par exemple dans l'immigration algérienne, ce qu'on discutait, hein, c'était pas la question de l'islam, mais c'était le rapport entre le mouvement national algérien de Messali Hadj, plus ou moins républicain, et la question du FLN, où dans l'immigration portugaise, on ne discutait pas de la catholicité, hein, mais du rapport à la démocratie et à Salazar, hein, et où même dans l'immigration iranienne, la question n'était pas le rapport direct à Khomeini, mais la question de la démocratie, du mode de production, etc. On est passé à une défaite de ces identités, à l'imposition d'une idée que, parce qu'on est culturellement issu de ça, hein, on est musulman. Et avec une perte de la définition, c'est-à-dire que on ne peut plus être aujourd'hui, d'une certaine manière, arabe sans être présenté comme musulman. Mais on peut être arabe et chrétien. Hein. Et donc, il y a là cette défaite politique. Cette défaite politique, elle amène dans les quartiers, elle se vit dans les quartiers par l'effondrement du mouvement ouvrier, hein, qui est aussi une des difficultés. Et tout à l'heure, il y avait une discussion, c'est pourquoi les jeunes sont plutôt attirés par une idéologie marquée par le religieux plutôt que par autre chose. Mais parce que physiquement, l'autre chose s'est effondrée. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas simplement effondrée intellectuellement, mais que, à part des organisations comme la Ligue de l'enseignement, ou le mouvement d'éducation populaire s'est considérablement rétracté, et le mouvement ouvrier lui-même s'est effondré en même temps que s'est effondré le mur, d'une certaine manière. Et personne ne l'a remplacé. Hein. Non seulement personne ne l'a remplacé, mais en plus il a eu à la fois la capacité d'attraction intellectuelle et idéologique, mais en même temps, c'est reconstituer un tissu associatif fait de militants qui sont animés par autre chose que les foi laïques, et qui sont en capacité d'agréger. Et donc, l'ensemble de cela permet l'instrumentalisation, hein, de la question de la laïcité par l'extrême droite, hein, de la question des rapports entre groupes sociaux aussi par l'extrême droite, ou même par la droite extrême, et peut-être
enfin je n'irai pas au-delà du propos. Donc je crois qu'il est important à la fois de repartir des questions concrètes, c'est-à-dire de redire par exemple que la question du port à la cantine, c'est en réalité la question de la fraternité, hein, et que la fraternité, c'est partager le pain ensemble, et que dès lors qu'on stigmatise ou qu'on veut exclure une partie des enfants, même si la cantine n'est pas un temps scolaire mais un temps périscolaire, on est dans une dynamique qui va à l'inverse de la fraternité et qui n'est pas une question du rapport au religieux, mais qui est une question du vivre ensemble. Je voudrais redire un autre mot sur l'islam, c'est que en réalité, nous avons commis une faute. Quand je dis nous, c'est historiquement la République française. Hein. En 1905, quand la loi est votée, le législateur vote l'application de la loi dans les colonies. Hein. Et puis, immédiatement après le vote de la loi de 1905, on va mettre en place des systèmes de dérogation pour ne pas l'appliquer, hein, appliquer les lois de séparation, en particulier en Algérie. Hein. En Algérie, où le culte musulman, et on le sait peu, a été intégré au régime concordataire. Et c'est-à-dire que les imams sont payés par l'État, hein, et on va avoir la volonté de contrôler ce culte. Je ne dis pas ça simplement parce que c'est une faute de ne pas l'avoir appliqué, mais qu'une autre des difficultés que nous avons aujourd'hui, et c'est pour ça que le rappel historique est important, c'est que nous avons laissé au FLN cet héritage du contrôle de l'islam par l'État. C'est-à-dire ce qui permet aujourd'hui à notre régime de laïcité de fonctionner, d'être pertinent. C'est ce découplage entre l'État et les organisations religieuses. La colonisation a une part de responsabilité dans le fait d'avoir maintenu un système de contrôle étatique que le FLN, victorieux, a immédiatement repris. Hein, immédiatement repris, allant même à l'encontre des courants du nationalisme algérien qui, lui, était pour la volonté de séparation, d'autonomie. Non seulement il l'a immédiatement repris, mais si on a aujourd'hui des régressions que l'on sent jusque dans les quartiers, eh bien, ils sont en parallèle des régressions que nous connaissons de l'autre côté de la Méditerranée. C'est le code de la famille algérien, hein, adopté au début des années 80, qui fait régresser le statut des femmes. Bon, quand il le fait régresser juridiquement, ça a aussi un impact psychologique, social, sur les pratiques des gens. Hein. Et donc, on est dans une situation où ce que nous souhaitions faire, par exemple, au moment du lancement du Conseil français du culte musulman, c'est-à-dire arriver à structurer un islam de France qui puisse être imprégné un peu des idées, des lumières, comme on disait Malek Chebel qui est mort, etc. Bon, eh bien, n'arrive pas à se faire parce que non seulement on laisse à l'Algérie cette tradition du contrôle, mais qu'en plus on organise en France le contrôle consulaire sur les fidèles musulmans au moment où ces pays sont en train de régresser. Voilà ce qui fait le nœud de la complexité. C'est pour ça que l'idée, c'est vraiment de repartir de l'ensemble des questions, de les décortiquer à la fois sur le plan juridique, historique, de voir pourquoi on a adopté tel ou tel compromis, parce qu'au fond, la laïcité, c'est quand même l'idée d'arriver à vivre ensemble en respectant la liberté de conscience de chacun, hein, et de ne pas être laissé entraîner dans des dynamiques de guerre civile. Parce que, bien évidemment, on peut dire c'est minoritaire ce qui se passe et ça n'implique pas tous ceux qui sont issus de familles, de cultures musulmanes ou qui sont eux-mêmes croyants. Mais la difficulté que nous avons dans les quartiers, dans une série de pratiques sociales, c'est que le là est donné par ceux qui ont la grosse caisse. Voilà. Hein, par ceux qui ont la grosse caisse. Hein, et c'est cette grosse caisse qu'aujourd'hui, on n'arrive pas je dirais, à maîtriser, à juguler. Et on sait bien que même minoritaire, un certain nombre de développements de pratiques sociales visent à exacerber les tensions. Hein. C'est le problème du voile intégral. Hein. D'une certaine manière, je pense que tout ne peut pas se résoudre par la loi. Hein, mais le burkini, c'est quand même ça. Hein. On peut dire c'est 3-4 cas, qu'importe. Oui, je ne suis pas pour une loi, mais je pense que ce qu'on ne voit pas, c'est comment il y a une modernisation de l'archaïsme. La modernisation de l'archaïsme, ça peut avoir un impact extrêmement fort, hein, en termes de régression. Et donc, moi je crois que le seul moyen de s'en sortir, c'est effectivement de repartir du concret,
de décortiquer historiquement, d'éduquer l'ensemble de la population sur le pourquoi, rappeler l'ampleur des affrontements pour aussi relativiser ceux qui sont présents aujourd'hui, hein, parce que une manière d'exacerber les questions, c'est de penser que les affrontements aujourd'hui, c'est vraiment la quintessence, enfin, l'exacerbation des questions autour de l'islam, et de ne pas manipuler certaines notions à l'extrême pour les retourner en stigmatisation. Par exemple, on fait une entrée mixité. Hein, je rappelle que la mixité n'est pas liée à la laïcisation de l'école, hein, et que l'école publique a été laïque sans pour autant être mixte. Hein, et donc, il y a des questions qu'il faut retravailler de manière concrète pour ne pas se laisser entraîner, hein, dans des choses qui sont, à mon avis, extrêmement dangereuses. Et j'en terminerai par là. Moi, je suis très sensible parce que je suis à la tête de... Enfin, je travaille dans un établissement où il y a une antenne à Nice, hein, et puis une antenne pas très loin de Saint-Étienne-du-Rouvray, avec des agents dont le métier, c'est l'accueil de l'autre, hein, puisque je dirige l'Office français de l'immigration et de l'intégration. J'ai senti chez des gens qui sont généreux, qui ont choisi ces métiers-là, hein, j'ai senti à quel point il y avait quelque chose qui était en suspens, en faille, après Saint-Étienne-du-Rouvray et après Nice, parce que il y a à la fois le mélange d'une crainte, le rappel que, par exemple, eh bien, tuer quelqu'un dans une église au nom d'une autre conception de Dieu, ben, on n'a pas fait ça depuis les guerres de religion, et donc on est sur une tension, une situation fragile, avec quand même la possibilité que les choses s'enflamment véritablement, hein, et donc le seul moyen d'éviter l'enflammement, à mon sens, c'est vraiment d'une certaine manière de sortir des généralités et de repartir de choses très concrètes. Quel est le type d'accommodement qui est possible et comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre la prise en compte de la diversité du côté pluriculturel de la France aujourd'hui et le maintien de la laïcité et avec toute la partie traditionnelle qui oriente et qui organise quand même encore aujourd'hui la vie à l'école ou dans la société qui est celle du christianisme historiquement. Et ça se traduit dans la question, par exemple, de la prise en compte des différents événements religieux dans les calendriers. Et donc, je voulais savoir, selon vous, est-ce que aujourd'hui, le fait de prendre en compte des grandes fêtes religieuses, que ce soit l'Aïd ou que ce soit le jour du Grand Pardon, dans la mise en place, typiquement pour l'école, des dates de concours ou des choses qui sont vraiment marquantes dans la vie d'un élève, est-ce que ça vous paraît un accommodement raisonnable ou est-ce que ça vous paraît venir à l'encontre de la laïcité? D'abord, il faut rappeler que la France, c'est le pays d'Europe qui a en son sein, je dirais, les diversités les plus grandes à cette échelle-là. Hein. C'est en Europe qu'on a le plus grand nombre de personnes issues de pays de culture musulmane. C'est le pays d'Europe où il y a la plus grande communauté juive, hein, au sens de personnes qui se revendiquent comme telles. Hein, c'est le pays d'Europe où on a des protestants, bien évidemment des catholiques, et puis les différentes variétés. Je dis ça parce que une des difficultés, justement, dans le rapport à la diversité et qui pèse sur les débats, entre autres sur l'accommodement raisonnable, c'est que la caractéristique des pays d'Europe, c'est justement la diversité qui cohabite. Hein. Et la caractéristique du monde arabo-musulman aujourd'hui, c'est l'éradication de la diversité. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui pèse à chaque fois que nous discutons de ces questions-là. Alors, c'est la question des calendriers, c'est jusqu'où va-t-on dans la multiplication des reconnaissances et où ça s'arrête et où est le point de curseur. Parce que
la particularité des religions en particulier, c'est que ça peut être à l'infini. Alors, il y a eu au moment des débats l'idée qu'il fallait, par exemple, instituer pour tout le monde, par exemple, un nouveau jour de congé qui serait l'Aïd pour tous ou le grand pardon pour tous, etc. Bon, je crois que aujourd'hui, on est sur un équilibre qui est à peu près stable, au sens où il y a autant de journées fériées laïques que des rapports religieux, avec en plus une difficulté qui est par exemple celle du dimanche. Hein. Le dimanche repos hebdomadaire, hein, qui a été supprimé au XIXe siècle, hein, qui est rétabli en 1906, après la catastrophe minière de Fourrière, hein, non pas comme repos dominical, mais comme repos hebdomadaire, hein, et qu'aujourd'hui, par exemple, eh bien, même des gens très laïcs continuent à défendre comme jour férié, hein, justement parce qu'il y a la conjonction entre l'histoire, la culture et la capacité de construire des rapports de force pour le garder ou pas le garder en fonction de ses opinions. On a, du point de vue de la fonction publique et globalement des pratiques, la reconnaissance ou la faculté offerte comme jour de congé supplémentaire, hein, qui est posée, hein, dans le cadre de la circulaire qui organise cela, pour tout un chacun, s'il le souhaite, de poser un jour de congé pour une fête religieuse dans un calendrier qui est restreint, mais qui est deux fêtes pour l'islam, deux fêtes pour le monde juif, une fête pour les bouddhistes, et on a même, un peu étrange, la possibilité pour les personnes d'origine arménienne de déposer le 24 avril, qui n'est pas exactement une date religieuse. La question de l'élargissement de ce calendrier-là ou des touchés, et la question de savoir si on est prêt à assumer des passions contraires, à la fois du côté des laïcs comme du côté des religieux. Hein, parce qu'il va falloir discuter avec les entités religieuses sur savoir quel est le jour pertinent et pourquoi celui-là et pourquoi pas d'autres. Hein. Discuter avec un monde enseignant sur la question des concours ou de l'école, et puis après je vais travailler le samedi ou je vais pas travailler le vendredi après-midi. Et on sait bien que le monde enseignant est une matière inflammable sur ces questions-là. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas toucher à cet équilibre qui, globalement, se fait autour de pratiques de reconnaissance. Voilà. Globalement, vous savez bien que dans vos espaces de travail, la personne qui veut prendre un jour de congé ou qui dépose une RTT pour une telle ou telle fête religieuse, elle l'obtient. Hein, c'est rare qu'aujourd'hui, cela soit refusé. Est-ce qu'il faut le codifier, par exemple, en introduisant dans le Code du travail, hein, comme ça l'est aujourd'hui, des jours religieux parce qu'on veut reconnaître telle ou telle communauté religieuse? Je pense qu'il ne faudrait pas s'y risquer, voilà. C'était, en fait, est-ce que, à un moment donné, vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir aussi, dans les décisions des différentes instances, la prise en compte, sans que ce soit forcément légiféré, de se dire, je vais regarder le calendrier pour éventuellement éviter de tomber pile poil sur ces dates-là pour un concours où, si je pose ma journée, je perds mon année. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur l'effondrement de l'alternative à la religion. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce manque parfois de prise en compte de la diversité qui peut être à l'origine, et bien que du coup la liberté de... Enfin, on disait, un autre intervenant parlait de l'accomplissement de sa croyance, se trouvait en porte-à-faux par rapport aux possibilités offertes par l'espace public, et du coup se tourner vers des établissements privés, vers d'autres formes de groupes qui menaient après au communautarisme. Une autre très bonne question. Je suis d'accord avec vous. Je pense que, et ce qu'on rappelle dans le livre, c'est que tout ne peut pas se résoudre par la loi ou par la codification, mais des fois il y a des choses qui peuvent se résoudre par le bon sens. Moi, quand j'étais au lycée, un élève sur deux ne mangeait pas de porc, hein, et il y avait aucun enseignant, hein, c'était dans les années 70 où les questions religieuses étaient moins présentes, aucun enseignant n'aurait fait une interrogation écrite le jour de Kippour, si vous voulez. Hein, bon. Aujourd'hui, on a des tensions de ce type-là.
je pense qu'on ne peut pas le résoudre par la loi, mais par un peu de bon sens. Et en même temps, on ne peut pas céder à des injonctions religieuses massives qui seraient de dire, par exemple, eh bien, sur toute une série de jours, vous ne pourrez plus faire, voilà. Hein, et à ce moment-là, vous voyez bien, pour ceux qui sont enseignants, voilà, donc on travaille plus le samedi matin, et puis on va autoriser pour les classes de terminale de ne pas avoir de cours entre 14h et 15h le vendredi, parce que le temps de rentrée de la mosquée, on ne peut pas y arriver, quoi, voilà. Donc, mais je suis d'accord avec vous, il y a parfois des choses de bon sens. Et ce qui est vrai, c'est que, et c'est l'affaire de la cantine, moi je suis très frappé par cette affaire de la cantine, parce que l'alternative au porc dans les cantines, hein, qui est un compromis de basse intensité, parce que je rappelle quand même que quand la question est posée, si vous voulez, on ne la pose pas d'abord par rapport aux musulmans, hein, on la pose par rapport aux élèves de confession juive. Et c'est un compromis de basse intensité, parce que l'alternative au porc, c'est pas la cacheroute. Hein, je veux dire, la cacheroute, c'est pas simplement ne pas manger de porc, c'est un peu plus compliqué que ça. Bon, le fait qu'aujourd'hui on ait des maires qui remettent en cause cela, on voit bien que c'est une instrumentalisation qui ne correspond à rien du point de vue pratique, qui plus est encore moins alors que les self-service se sont développés même dans le primaire. Hein, on peut avoir mais il peut y avoir des endroits où on ne peut pas, etc. Mais qu'on a là vraiment la volonté de durcir les rapports humains. Voilà, ça c'est clair. Hein, et dans une dynamique qui est l'inverse de la fraternité. Voilà, et je suis très frappé par ça, par cette instrumentalisation-là. Voilà, je trouve que de plus en plus, les enfants que nous accueillons dans les écoles sont de plus en plus éponges, sont de plus en plus des éponges par rapport à tout ce débat démocratique. Et ils ressentent déjà même tout petit ce débat sur la question religieuse. Et étant donné que la laïcité garantit la liberté de conscience et que, comment dire, que les enfants se posent de plus en plus de questions par rapport à tout ce qui se passe, est-ce que on ne devrait pas finalement apporter des connaissances sur les 3 religions monothéistes aux enfants pour leur donner des repères, sachant qu'ils se retrouvent malgré eux dans une quête spirituelle et qu'un enfant qui n'a pas vraiment de repères se retrouve, lorsqu'il y a une forte communauté présente, à se poser des questions sur ce qu'il est lui. Moi, je suis quoi? Et donc, je pense que apporter des connaissances sur les 3 religions monothéistes, notamment par exemple au travers de l'histoire de l'art, enfin voilà, je me pose des questions. Comme directeur général de l'OFI, est-ce que vous pourriez nous dire quel est l'état d'esprit majoritaire des réfugiés que la France accueille actuellement vis-à-vis de la laïcité? La première, madame, vous avez raison, mais c'est un débat aussi vieux, je dirais, que le rapport de Régis Debray sur l'enseignement du fait religieux à l'école. Hein, et on sait bien que c'est une des questions posées d'enseignement, toutes les questions, mais qui n'est pas un enseignement religieux, mais qui est un enseignement sur le fait religieux. Mais une fois dit ça, vous dites aussi, et vous avez raison, que les enfants sont les éponges du monde social qui les entoure. Hein, et que les identités qui aujourd'hui circulent dans les cours de récréation sont extrêmement liées au développement des identités qui circulent à l'extérieur. Et je parlais tout à l'heure de l'effondrement des identités laïques. Eh ben, quand j'étais petit, hein, on s'engueulait entre communistes et il n'y avait pas de socialistes. Non mais je veux dire et extrême gauche quoi. En gros. Hein, voilà, et personne et c'était pas ça qui était en jeu, si vous voulez. Et donc, et c'est pour ça que la question peut pas simplement se résoudre au sein de l'école, et qu'on demande parfois à l'école de répondre à des questions qui renvoient à l'extérieur. Et l'extérieur, et là, moi je suis très inquiet parce que, bon, vous verrez, il y a une entrée par exemple sur la question de l'entreprise, mais ce qui se passe dans certaines entreprises, et
qui est un symptôme qui est, à mon avis, le plus inquiétant du point de vue des identités laïques et de la situation de ce qu'on appelait le mouvement ouvrier ou des mouvements pour l'émancipation sociale. Le fait que dans certaines entreprises, le débat se cristallise entre salariés sur des questions religieuses plutôt que se continue dans le rapport entre le capital et le travail, qui était, pour moi, et je le crois toujours, ce qui faisait progresser l'ensemble du monde social, est le symptôme le plus inquiétant de la décomposition de la situation par rapport à la pression religieuse, qui n'est pas toute djihadiste, mais qui, pour moi, est une pression négative au sens où elle introduit des types d'affrontements dont la maîtrise, parce qu'on est là dans du sacré, dans du passion, est beaucoup plus difficile à avoir que d'autres. Alors, sur les réfugiés, enfin sur la migration aujourd'hui et les réfugiés, elle est à l'image de la situation du monde. Et la difficulté de la prise en charge aujourd'hui des migrations, y compris de ceux qui sont réfugiés demandeurs d'asile, elle vient du fait que, contrairement aux vagues de migration précédentes, et en particulier des demandeurs d'asile et des réfugiés, elle est extrêmement déstructurée. Il y a beaucoup moins de dynamique interne, de capacité d'organisation, d'auto-organisation aujourd'hui qu'il y en avait auparavant. Et du coup, la seule force idéologique qui arrive à rattraper tout le monde, mais qui est aussi le reflet de la situation des pays d'origine, c'est effectivement la religion. Et on le voit, même dans des migrations qui avaient des capacités d'auto-organisation qui sont en train de s'effriter alors qu'elles n'étaient pas les plus idéologisées. Je pense par exemple ce qu'on appelait avant les foyers Sonacotra, où on avait une auto-organisation des travailleurs africains, maliens, etc., qui créaient des dynamiques de solidarité interne et qui n'étaient pas, je dirais, idéologie au sens marxiste des choses, mais qui avait une capacité d'auto-organisation. Et je vois qu'elle est en train de s'effriter parce que dans les sociétés d'origine, il y a quelque chose qui s'est aussi effrité. Et ça se répercute. Les personnes qu'on a le plus de difficultés à prendre en charge aujourd'hui viennent des sociétés qui sont les plus déstructurées. Ce ne sont pas les Syriens, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se fait, mais ils ont encore des capacités d'auto-organisation. Les réfugiés chiliens, dans les années 70, au moment où se crée France Terre d'Asile, ils sont indéniablement dans la défaite, mais ils ont des capacités d'auto-organisation. Voilà. Et donc, les Iraniens du début des années 80, ils sont dans la défaite, mais ils ont des capacités d'auto-organisation. Et bien, aujourd'hui, les Afghans qui arrivent, je peux vous dire que non seulement ils sont dans la défaite, mais ils ont zéro capacité d'auto-organisation. Et ce qui domine, c'est une violence individuelle qui est le reflet d'une société décomposée et qui nous pose beaucoup de problèmes de prise en charge. C'est-à-dire au sens où l'intégration, elle se fait dans un mouvement qui est réciproque. Elle ne peut pas simplement se faire de la base, à partir de la société d'accueil, s'il n'y a pas en même temps un élan en face. Mais c'est comme un enfant ou comme quelqu'un qui apprend, si vous voulez. Il y a un mouvement de va-et-vient. Or, ce que je constate, c'est que les populations, les groupes que l'OFII a à prendre en charge aujourd'hui, leur caractéristique, c'est justement l'absence d'auto-organisation interne avec des capacités d'encadrement ici qui se sont elles-mêmes effondrées. C'est pas pareil d'être immigré algérien au milieu des années 70 que d'être aujourd'hui jeune algérien tenant le mur à Barbès. Ça n'a rien à voir. Face aux obnubilations religieuses, la réponse de l'école et de l'enseignant n'est pas de faire connaître, d'enseigner l'usage de la raison, l'esprit critique et la tolérance, plutôt que de répondre aux faits religieux par des critiques d'ordre religieux. Non, mais je crois que vous avez raison. Enfin, je pense que la démonstration de la tolérance, elle n'est pas du discours général, mais elle est aussi de l'expérience pratique. Voilà, et donc, d'où l'idée des cas concrets. Vous avez parfaitement raison, mais c'est un problème de pédagogue où les enseignants sont sans doute plus aptes que moi à répondre, mais je crois que c'est ça, c'est faire preuve de pédagogie, c'est cela. Après,
on a des difficultés qu'il ne faut pas nier. Tout à l'heure, monsieur parlait des difficultés de reconnaissance sociale des jeunes dans les quartiers et des dérives que cela facilitait. Hein. Bah, c'est une vraie question. Mais ça renvoie à ce que je disais sur la question de l'auto-organisation, si vous voulez. Dans les années 30, j'ai été 3 ans en poste en Seine-Saint-Denis. Bon. Dans les années 30 en Seine-Saint-Denis, vous avez des jeunes qui sont dans des situations sociales extrêmement difficiles. Hein. Bon. Ils ne se tournent pas vers le pire de l'Église catholique. Hein. Voilà. Donc, parce qu'il y a une autre offre possible. Voilà. Et donc c'est ça la difficulté. Je veux dire, quand je dis cela, je veux dire que la reconnaissance, c'est pas simplement une affaire de l'État vous reconnaît. Hein. Voilà. Et il y a quelque chose qui se joue, qui est en dehors de l'État. Voilà. Aujourd'hui, on a des mécanismes de fait de reconnaissance étatique qui se développent. Hein, on a des personnalités qui émergent, on a des députés qui sont issus de l'immigration, des ministres, un ministre régalien, Rachida Dati a été ministre de la Justice, quel que soit ce qu'on en pense, etc. Mais ça ne suffit pas à répondre aux besoins de reconnaissance, parce que la capacité à être reconnu, c'est aussi la capacité qu'on a soi à se mobiliser pour quelque chose. Voilà, et quelque chose qui est gagnable. Bon, et la perte hein, qui est réelle, c'est celle du sentiment d'un horizon possible gagnable en dehors du champ religieux. Voilà. Et il y a eu un lapsus qui était très révélateur. Je les prends et je les emmène à la mission locale. C'est pas ce qu'il y a de plus enthousiasmant. Et du reste, vous avez souri à ce moment-là. On sait bien que socialement c'est utile. Mais voilà, il y a quelque chose qui est à reconstruire, qui est de l'ordre de l'enthousiasme républicain hein, et qui fait défaut.